ces quelques pages-là. C'est vraiment pas grand-chose. Ça va vous prendre 5 à 10 minutes maximum. Ça va vous permettre de mieux comprendre. Alors, moi, je vous le suggère, j'aimerais que vous le fassiez. Donc, page 106 à 110 du manuel 2, pour commencer. Ensuite, bon, si vous avez bien lu, vous avez vu qu'on vous a parlé de pluies acides. L'acidification des pluies par le H2SO4, donc l'acide sulfurique, ça vient de où? C'est assez simple, c'est que les combustibles fossiles, donc les combustibles fossiles, par exemple, vous voyez ici qu'il y a une usine, pas une usine, pardon, une centrale thermique au charbon, ou peu importe, ça pourrait être au gaz naturel ou ça peut être au pétrole, mais les combustibles fossiles, que ce soit pétrole, gaz naturel ou charbon, ils contiennent du soufre. Donc, quand on prend un morceau de charbon dans nos mains, dans ce morceau-là, il y a du soufre. Quand on brûle du charbon, on se trouve évidemment à brûler le soufre qui est dedans. Puis le soufre, quand on le brûle avec le dioxygène, il y a une réaction qui se produit avec la vapeur d'eau dans l'air, puis la réaction de ces trois réactifs-là, le soufre dans le charbon par exemple, avec l'oxygène dans l'air et la vapeur d'eau dans l'air, ça produit du H2SO4. Puis une fois équilibré, la réaction a l'air de ça. Puis cet acide sulfurique-là se retrouve dans l'air, il est éjecté complètement par les grandes cheminées que vous voyez ici. Puis une fois qu'il se retrouve dans l'air, cet acide-là, ben, il est mélangé aux pluies, aux précipitations, et ça crée l'acidification des pluies. C'est un problème environnemental qui est assez majeur parce que ça va dégrader énormément de cellules végétales dans la nature, puis ça a une incidence sur les écosystèmes, sur les ressources disponibles pour les animaux, puis ça a éventuellement une conséquence pour nous autres qui est assez grave. Donc l'acidification des pluies, c'est créé par le soufre dans les combustibles fossiles. Ça finit éventuellement par donner du H2SO4. C'est ce que vous avez décrit ici. Il y a un deuxième. Bon, excusez. Donc, une chose qu'on peut voir, c'est que on l'a vu ça au début de l'année, c'est que les acides, eux autres, ce qu'ils libèrent, c'est quoi leurs agents actifs? C'est des ions H+. Puis les ions hydrogène plus, eux autres, ben, ils sont libérés lorsqu'il y a dissociation ionique. C'est juste un acide. C'est exactement ce qu'on a vu au début de l'année. L'ion sulfate, lui, il est 2-. Donc, chaque molécule de H2SO4 libère 2 ions H+. Puis c'est comme si, vous pouvez le voir comme ça, c'est comme s'il y avait des ions H+, qui tombaient des pluies, parce qu'il y a une dissociation ionique qui se produit au niveau du H2SO4 une fois que l'acide est créé. Donc, ce phénomène-là, il se produit dans donc l'acide libération de H+. Ce phénomène-là, il se produit dans un deuxième acide qui s'appelle l'acide nitrique, le HNO3. C'est le même principe. C'est que dans les combustibles fossiles, charbon, pétrole, gaz naturel, il y a également des oxydes d'azote. Le monoxyde d'azote réagit avec le dioxygène lors de la combustion, comme toute bonne combustion, puis réagit aussi avec la vapeur d'eau dans l'air. Puis quand tout ça est éjecté au niveau des cheminées, ça se retrouve en atmosphère et ça crée de l'acide nitrique qui est gazeux. Puis l'acide nitrique gazeux, puisqu'il est aussi formé d'un hydrogène dans une molécule, parce que c'est un acide, ben lui, quand il va tomber des pluies, il va se dissocier. Cette molécule-là va se dissocier pour former des ions H+. Donc, c'est comme s'il nous pleuvait sur la tête des ions H+, d'acide nitrique, puis également des ions H+, qui viennent du H2SO4. Euh, les pluies acides, bon, c'est néfaste pour l'environnement, comme je l'ai mentionné. Si vous avez bien lu vos pages, ben, on le mentionne pourquoi aussi. Mais il y a certains types de sols qui peuvent nous aider à neutraliser ça. Bon, si on réfléchit simplement, si c'est des pluies acides, puis c'est un sol qui peut neutraliser ça, c'est nécessairement parce que le sol est acide. Excusez-moi, parce que le sol nécessairement est basique. Puis un sol basique, quelle sorte de sol qui va nous permettre d'obtenir une neutralisation des ions H+, qui viennent des pluies acides, de l'acide nitrique, puis du H2SO4, mais ce sol-là, ce sont les sols calcaires. Euh, les sols calcaires, eux autres, qu'est-ce qu'ils produisent? Le carbonate de calcium présent dans certaines roches, ça fait que le carbonate de calcium, quand il réagit avec les ions H+, il va y avoir réaction, c'est-à-dire la molécule va se défaire, puis cette réaction chimique-là va associer les ions H+, pour en faire de l'eau, avec l'oxygène présent dans la molécule de carbonate de calcium. Donc, il y a une neutralisation dans les sols. Les sols utilisent les ions H+, pour les lier
avec l'oxygène présent dans le carbonate de calcium pour former de l'eau, et du dioxyde de carbone, puis des ions Ca2+. Les ions Ca2+, c'est simplement des ions de calcium qui retournent dans le sol, puis qui sont éventuellement réutilisés par les végétaux, puis qui se retrouvent dans la chaîne alimentaire. Donc, nos amis, dans le fond, là-dedans, pour les plus acides, ce qui va aider à les neutraliser, c'est réellement les sols qui contiennent du carbonate de calcium, les sols calcaires. C'est ce qu'on appelle la capacité tampon. Donc, la définition d'un tampon, c'est quelque chose qui absorbe une substance. Puis ici, les plus acides sont absorbés, c'est-à-dire les ions H+, sont absorbés par les ions de carbonate de calcium dans le sol. Donc, si on lit la définition de la capacité tampon, c'est la capacité naturelle d'adaptation d'un sol par absorption et dégradation des polluants. Donc, la capacité d'absorption, d'adaptation évidemment, pour pouvoir absorber les ions H+, et les neutraliser. Si on regarde de quoi ça a l'air à l'échelle du Québec. Alors, vous voyez une roche calcaire versus le granit. Une roche calcaire, elle, parce qu'elle contient du carbonate de calcium, vous ne voyez pas exactement ce qui est écrit ici, mais dans le bouclier canadien, on a surtout des roches faites de granit. Le bouclier canadien est très perméable aux ions H+, comme vous le voyez ici. Mais puisque le calcaire contient du carbonate de calcium, c'est comme s'il bloquait les ions H+. En réalité, on l'a vu dans la diapo précédente, ce qu'il fait, c'est qu'il les neutralise. Mais ce qui se passe, c'est que vraiment, il y a un blocage, il y a une absorption des ions H+, on peut le voir comme ça, par la capacité tampon du sol. Donc, un sol qui va avoir une capacité tampon, ça va être un sol qui va être fait de carbonate de calcium, une roche calcaire. Puis les roches calcaires, naturellement basiques, neutralisent plus facilement l'acidité des pluies que les roches métamorphiques, qui sont du granit puis du gneiss, du bouclier canadien. Fait que ces roches-là n'absorbent pas du tout les ions H+. Sur le territoire québécois, on va laisser faire tout de suite la charge critique, on va juste expliquer le principe. C'est que sur le territoire québécois, évidemment, il n'y a pas des roches calcaires partout. Puis la distribution des roches à base de carbonate de calcium n'est pas faite uniforme sur le territoire. Ce que vous avez ici en bleu puis en vert, les endroits qui sont en bleu et en vert, c'est des endroits qui sont capables d'absorber énormément d'ions H+. Donc, ici, mettons au nord du Québec, en Abitibi ou dans ce coin-là, il y a énormément de roches calcaires, c'est-à-dire qu'on peut absorber une très, très grande quantité d'ions H+, on peut la neutraliser et c'est un sol qui a une grande capacité tampon. Mais c'est un sol qui, à un moment donné, atteint une limite au niveau de l'absorption. Et tous les sols qui sont ici atteignent leur limite. C'est ce qu'on appelle la charge critique d'ions H+. Par exemple, si on regarde au niveau de la côte nord, tout près de cette île, on peut présumer qu'à cet endroit-là, il y a beaucoup de roches, par exemple, métamorphiques, comme je disais tantôt. Les roches métamorphiques, comme ceux-là qui sont ici, le granit, eux autres, ils n'absorbent pas, vraiment pas du tout, les ions H+. Ils vont atteindre ces sols-là une charge critique, c'est-à-dire une quantité assez faible de kilogrammes d'ions SO4 2-, donc d'ions sulfate, par hectare par année. Un hectare, c'est 100 mètres par 100 mètres, c'est un certain terrain. Mais comment c'est calculé? Mais c'est calculé pour un hectare de terrain par année. Quelle est la quantité en kilogrammes d'ions SO4 2- qui peuvent être absorbés? Nécessairement, il y a des ions H+ qui sont liés à ça. Fait que ici, si vous regardez au niveau de la côte nord, la charge critique, elle est faible, c'est-à-dire qu'elle est rapidement atteinte. La quantité d'ions H+ absorbés maximum, qui se situe à 9,6 maximum, entre 0 et 9,6, c'est un sol qui, une fois que ça a absorbé ça, 9,6 kg par hectare par année d'acide, ben, le sol a atteint sa charge critique et là, il commence à s'acidifier. Le sol commence à s'acidifier énormément. L'acide se rejoint les cours d'eau, les nappes phréatiques, pardon, etc. Donc, ici, vous avez une faible charge critique parce que la capacité tampon du sol lui permet pas d'absorber énormément de kilogrammes d'acide. Alors que si on regarde, par exemple, en Abitibi puis au nord du Québec, ce qui se produit ici, c'est l'inverse. La charge critique, si vous regardez dans le petit tableau en bas à droite, c'est plus grand que 48 kg d'acide par hectare par année. Ce que ça veut dire qu'ici, le sol est probablement fait d'énormément de carbonate de calcium et qui est capable d'absorber beaucoup d'ions H+ par année. Donc, la capacité tampon du sol, elle est grande et ça lui permet d'avoir une charge critique élevée. Donc, si on regarde, c'est quoi la définition de la charge critique? La mesure de la quantité totale d'un contaminant qu'un sol peut neutraliser en une année, c'est appelé une charge critique. Elle diffère selon les sols parce que les sols ne sont pas faits nécessairement avec les mêmes minéraux et les mêmes matières.
Dernière chose qu'on va voir ensemble, c'est l'empreinte écologique. Bon, on a parlé de l'exploitation des combustibles fossiles, puis on sait ça que les combustibles fossiles, ça produit énormément de dioxyde de carbone, énormément de polluants. Évidemment, une société qui va utiliser énormément de voitures, qui va brûler qui va utiliser énormément d'électricité et qui va, par exemple, produire énormément de cette électricité-là en brûlant, par exemple, du charbon ou du pétrole, va produire beaucoup de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, c'est juste un exemple de la pression qu'un être humain ou qu'un habitant de la planète exerce sur la planète. Et son empreinte écologique, c'est vraiment une mesure de toutes les petites choses qu'on fait sur la nature qui nous permettent de vivre, nous, par exemple, en Amérique du Nord. Si on regarde en Amérique du Nord, la pression qu'on exerce sur la planète, elle est très, très grande. On aurait, nous, une biocapacité disponible au sein de la région d'Amérique du Nord qui tournerait autour de pas loin de 6 hectares globaux. Évidemment, ça date de 10 ans, ces stats-là, mais je trouvais que le graphique était bon. C'est-à-dire que normalement, si on regarde le terrain, le territoire qu'on a, pour exploiter les ressources, pour parvenir à nos besoins, pour satisfaire nos besoins, autrement dit en électricité, nos besoins de se vêtir, en textile, en coton, etc., on aurait besoin de plus de terrain qui est disponible pour pouvoir satisfaire à nos besoins. Autrement dit, on consomme plus que ce que notre territoire nous offre à consommer au niveau des ressources. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous, en Amérique du Nord, on importe des choses d'autres pays et on consomme encore plus que ce que la planète est capable de nous offrir en tant que ressources. Alors, si vous regardez, normalement, ce qui est disponible en Amérique du Nord, on a quand même un grand territoire, puis ce grand territoire-là, il offrirait à chacun des habitants autour de 6 hectares de surface pour satisfaire à nos besoins. Donc, chaque habitant, par exemple, par personne, chaque personne ici pourrait dire que, bon, j'ai 6 hectares pour cultiver un certain nombre d'un végétal, je sais pas moi, des céréales, parce que j'en mange tant par année. J'utilise ma voiture. Ma voiture, elle utilise du pétrole. Et du pétrole, j'en utilise tant. Mais maintenant, je vais envoyer beaucoup de dioxyde de carbone dans l'atmosphère parce que j'en utilise. Ça crée une empreinte écologique, ça crée une pression sur la planète. Je me vêtis avec des vêtements qui sont faits de coton. J'ai énormément de linge. Puisque j'en ai beaucoup, ça prendrait sur mon territoire pour fournir le coton que moi j'utilise par année parce que je change mes vêtements régulièrement, ça prendrait une certaine quantité d'hectares pour pouvoir juste me fournir cette quantité de coton-là. C'est des exemples que je donne, etc., etc. Si vous mangez énormément de viande, par exemple, ça va vous prendre peut-être quelques animaux pour pouvoir parvenir à vous nourrir, mais ces animaux-là, ils doivent vivre dans un terrain, et ça prend une certaine quantité de territoire. Mais nous, on a besoin de plus de territoire que ce qui est disponible. Alors, c'est pour ça que nous, on est en déficit par rapport à notre empreinte écologique. On a une plus grande empreinte écologique que ce que le territoire nous offre. Et c'est comme ça pour divers pays. Par exemple, si vous regardez l'Asie du Pacifique, eux aussi, ils ont un déficit au niveau de l'empreinte écologique. Ils ont beaucoup, beaucoup de monde, évidemment, en Asie, mais ils ont énormément de population et consomment plus que ce que la planète leur offre. Si on regarde, par exemple, l'Amérique latine ou l'Afrique, par exemple, l'Afrique consomme moins que ce que les ressources du milieu leur offrent. C'est-à-dire qu'eux autres, ils n'ont pas une consommation excessive de leurs ressources. Alors, ils ont une empreinte écologique qui est plus faible que ce qui est disponible à chaque habitant pour pouvoir l'exploiter. Alors nous, si on consommait comme ça, si tout le monde vivait comme un Américain, en Amérique du Nord, on aurait besoin de tout près de 2 planètes juste pour pouvoir nous satisfaire à nos besoins. Donc notre empreinte écologique en Amérique du Nord, elle est très grande par rapport à ce que la planète peut nous offrir. La quantité totale de polluants émis et des ressources nécessaires à la survie d'un individu moyen d'une population peut être mesurée par ce qu'on appelle l'empreinte écologique. Donc, si on le résumait, ça correspond à quoi? À la surface nécessaire pour planter toutes les ressources nécessaires pour pouvoir s'alimenter les vêtements. Imaginez que vous auriez ça sur un terrain. Faire l'élevage de toutes les espèces animales, aborder et détruire toutes les substances polluantes émises, extraire toutes les ressources minières utilisées, donc si tu utilises par exemple des minéraux, puis développer toutes les ressources énergétiques consommées. Alors, construire des infrastructures